Nous recevons donc le ministre délégué de la transition numérique et des télécommunications. Bonjour Jean-Noël Barrot. Bonjour Philippe Vandel. Merci d'être avec nous. Je disais ministre du vertige. Vous comprenez que tous ces enjeux que couvre votre ministère génèrent souvent autant d'angoisse que d'espérance. Absolument, les technologies nouvelles que vous avez citées, notamment l'intelligence artificielle, l'arrivée de ChatGPT, c'est porteur d'un certain nombre de promesses pour l'accélération de la recherche scientifique, pour la création artistique, pour même l'accessibilité de celles et ceux qui sont éloignés du numérique. Mais ça présente évidemment un certain nombre de dérives, de risques, de manipulation, de déshumanisation, des questions démocratiques et éthiques que je prends à bras-le-corps. Alors depuis 2 semaines, l'affaire des influ-voleurs fait l'actualité. Je vais résumer les derniers épisodes. 2 influenceurs installés à Dubaï, Marc et Nané Blatta, auraient utilisé leur célébrité pour inciter leurs followers, ils sont nombreux, à des investissements soi-disant magiques, en fait très risqués. Les investisseurs naïfs et c'est un pléonasme, ils ont perdu leur argent, tandis que le couple s'est enrichi en prenant des commissions. Il y a un collectif qui porte plainte. L'affaire éclate dans les médias. Les géants du web finissent par fermer les comptes Instagram et Snapchat de Marc et Nané Blatta, mais ça arrive comme toujours, bien trop tard. En attendant, les victimes ont perdu leur argent. Pendant des mois, ils agissaient en toute impunité, sans que les plateformes ne fassent rien. Question, ni l'État. Il faut d'abord rappeler ce que sont les influenceurs. Les réseaux sociaux ont permis le développement de cette nouvelle activité qui a un certain nombre d'avantages, puisque certains influenceurs participent à l'éducation des publics sur un certain nombre de thèmes, de sujets, y compris de l'éducation scientifique, ce qui est bienvenu. On a souvent reçu ici des professeurs, par exemple. Et il y a effectivement des professeurs qui se sont réinventés en influenceurs, et c'est une bonne chose, puisqu'ils apportent de l'information de première main, de qualité sur les réseaux sociaux. Il y a aujourd'hui, on l'estime, 150 000 influenceurs en France. Mais évidemment, il y a les risques que vous citez, celui des escroqueries, celui de la manipulation, et auxquels nous devons apporter une réponse. Et c'est la raison pour laquelle Bruno Le Maire a souhaité que nous puissions avancer sur ce sujet. Il a lancé une consultation en ligne au début du mois de janvier, à laquelle 20 000 personnes ont participé, qui va venir nourrir les travaux menés par des groupes de réflexion qui ont été lancés en fin d'année dernière et qui vont permettre d'aboutir à un certain nombre de propositions pour faire 3 choses. Protéger les consommateurs contre les arnaques, accompagner les influenceurs, il n'y a pas de statut aujourd'hui pour cette nouvelle activité, et puis sanctionner les tricheurs plus efficacement. Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, qui s'était en personne emparé du sujet publiquement. Mais la question que tout le monde se pose, c'est comment fait-on pour protéger les Français d'influenceurs pas toujours très honnêtes, qui vivent à Dubaï et qui les arnaquent sur des réseaux sociaux américains, voire parfois chinois? Vous savez, il est tout à fait possible de réguler l'espace numérique pays par pays, et c'est ce que nous faisons en France et en Europe pour mettre fin à un certain nombre de pratiques auxquelles s'adonnent les grandes plateformes. Et donc, s'agissant des influenceurs, il est tout à fait possible de créer des cadres acceptables d'une activité telle que celle d'influenceurs et de sanctionner les arnaques, de sanctionner les tricheries et de protéger les consommateurs. C'est ce que nous allons faire à l'issue de ces travaux que Bruno Le Maire a enclenchés. Mais les sanctionner comment? Pour prendre l'exemple, j'en parle parce qu'il y a une double page dans Match absolument saisissante où Marc Blatta et sa compagne dans une voiture à Dubaï, dont même les appuis-têtes sont floqués de leur nom avec cuir qui doit être hors de prix. Comment fait-on pour les sanctionner alors qu'ils ne sont pas en France? La première des choses, même si je ne veux pas préempter le résultat des travaux qui sont menés actuellement. Et Marc Blatta, c'est un exemple. Je voulais dire, quiconque aurait contrevenu à la loi française, mais s'il n'est pas en France sur le territoire, comment faites-vous? Quand on contrevient à la loi française sur un réseau social, la première des choses, c'est qu'on peut être exclu définitivement de toute activité sur ce réseau-là. Et ensuite, lorsqu'on en a causé du tort à des ressortissants français, il y a des actions en justice qui peuvent être entreprises. S'agissant d'un contexte nouveau, puisqu'on est sur Internet avec des activités qui ne sont pas encore balisées, il est nécessaire justement de créer un cadre qui dise ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, et que les poursuites éventuelles puissent s'engager sur ce fondement. On est tout à fait d'accord avec vous. La question, c'est la réalité, c'est le cadre. Combien de temps faudra-t-il pour qu'il soit mis effectivement en place? Mardi dernier, il y avait 3 Français victimes de cyberharcèlement qui ont demandé au tribunal correctionnel de Paris de bloquer Twitter, qui, en ne coopérant pas avec la justice, a bloqué l'enquête qui a abouti à un non-lieu. C'est un peu complexe, mais je vais vous raconter l'histoire. 3 personnes, une rescapée du Bataclan, le père d'une victime et un ancien journaliste ont été harcelés et menacés de mort, de façon anonyme, pour avoir défendu le retour en France des femmes de djihadistes. Mais quand les enquêteurs ont sollicité Twitter pour remonter vers l'identité des auteurs anonymes, là, Twitter a refusé de coopérer et l'affaire en est restée là.
Si c'est avéré, c'est inacceptable car les plateformes qui diffusent sur le territoire français et européen doivent coopérer avec les autorités judiciaires. Mais s'agissant plus généralement du cyberharcèlement, c'est vrai que nous devons aller plus vite pour traiter ces problèmes-là. Nous avons vu il y a quelques mois les streameuses, ces créatrices de contenu sur les réseaux sociaux se manifester parce qu'elles considéraient que les atteintes à leur dignité, le cyberharcèlement dont elles faisaient Et le sexisme. l'objet et le sexisme dont elles faisaient l'objet n'était pas suffisamment rapidement traité. J'ai réuni avec Isabelle Rome, la ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes, ces streameuses, nous les avons entendues, nous avons depuis réuni les plateformes sur lesquelles ces streameuses travaillent et nous réfléchissons à la fois au niveau des plateformes, mais aussi en termes de réception des plaintes par la police, par la gendarmerie et de traitement de ces plaintes par la justice. Vous savez qu'avec la loi pour les valeurs de la République, nous avons créé un parquet numérique, mais dont il faut qu'il puisse accélérer ce traitement des plaintes, parce que certaines situations sont totalement inacceptables et mettent en danger ces personnes. D'un mot, Twitter a été racheté par Elon Musk. Je ne vous apprends rien. Vous avez la chance de rencontrer Elon Musk, même le privilège, lors de vos déplacements aux États-Unis. C'était à l'occasion du CES de Las Vegas. Avez-vous eu le temps de lui parler de ces sujets de harcèlement avec Elon Musk? Et que vous dit-il si oui? Je suis allé voir Elon Musk pour m'assurer auprès de lui qu'il est bien en train de prendre toutes les dispositions pour se conformer aux règles européennes qui vont entrer en vigueur cette année. Ces règles européennes... Voilà. Que vous a-t-il dit? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Est-ce que pour lui, on est un tout petit pays dont il n'a que faire, ou au contraire, c'est important pour lui d'avoir une tête de pont en Europe? Ces règles européennes, elles disent que, contrairement à ce qui a été le cas depuis 20-30 ans, sur Internet, les plateformes de réseaux sociaux, les plateformes de marché ont une responsabilité vis-à-vis des contenus illicites, vis-à-vis du cyberharcèlement qui se déroule sur leur plateforme. Ça, c'est votre point de vue. Que vous a-t-il dit? Il nous a dit qu'il était d'accord avec les grands principes. Il l'avait déjà dit au président de la République et il nous a dit qu'il était en train de prendre les mesures nécessaires pour adapter Twitter, la plateforme, à ces nouvelles règles européennes, que ses équipes participeraient aux réunions préparatoires organisées par la Commission européenne et que lui-même, éventuellement, y participerait personnellement. Il viendrait. Donc, nous restons vigilants. Nous allons regarder avec attention si oui ou non les mesures sont prises. Et le juge de paix, eh bien, ça sera l'application de ces règles européennes. Si elles ne sont pas appliquées par Twitter, c'est dans un premier temps une amende de 6% du chiffre d'affaires. Donc, c'est 300 millions d'euros pour Twitter. Et si Twitter récidive, alors c'est interdiction de diffusion sur le territoire européen. Jean-Noël Barrot, ministre délégué de la transition numérique et des télécommunications, il reste avec nous dans Culture Média. On va parler de l'intelligence artificielle, des espoirs et aussi des craintes qu'elle suscite. À tout de suite. En compagnie de Jean-Noël Barrot, ministre délégué de la transition numérique et des télécommunications, vous dépendez du ministère de l'économie de Bruno Le Maire. On va parler d'intelligence artificielle, un sujet qui comporte des enjeux déterminants pour l'avenir à la fois économique, sociaux et politique de la France. Sujet qui donne le vertige, les progrès fulgurants de l'IA. Question, puisque ça fait partie de votre champ de compétences, où se situent les entreprises françaises dans cette guerre qui semble, vu de l'extérieur, avoir été gagnée par les Américains? Les Français sont très en avance sur l'intelligence artificielle. Ah bon? Et dans toutes ces entreprises américaines, notamment qui développent des solutions d'intelligence artificielle, on retrouve des Français. Je pense à Yann Lequin, je pense à François Chollet. Yann Français, c'est le patron de l'intelligence artificielle chez Meta, à savoir le nouveau nom de Facebook. Absolument. Nous avons aussi une très belle entreprise fondée par des Français qui est désormais établie aux États-Unis qui s'appelle Hugging Face. Mais heureusement, nous avons aussi en France de vrais talents. Je pense à Stéphane Mallat qui détient la chaire d'intelligence artificielle au Collège de France et des laboratoires de premier rang. Et donc, nous n'avons pas perdu la bataille et je pense que la France peut rester dans la course. Oui, mais de manière industrielle, on l'a perdu. Il n'y a pas d'entreprise française, il y a des Français c'est le brain drain. Il y a des Français qui vont travailler pour les Américains, mais il n'y a plus de Français qui restent en France comme il y en a chez Peugeot ou chez Renault. Depuis 5 ans, depuis le rapport Villani qui a fait un premier état des lieux de l'intelligence artificielle, nous investissons massivement en matière d'intelligence artificielle. Nous avons investi 3 milliards et nous allons continuer pour soutenir le développement de ce type de modèles comme ChatGPT qui émerge depuis 2019. Nous allons former jusqu'à 8000 professionnels experts de l'intelligence artificielle, chercheurs, techniciens, juristes, pour que la France puisse rester dans la course. C'est pas un pléonasme. Auparavant, l'intelligence artificielle, pour les gens, c'était artificiel. Et puis avec l'arrivée de ChatGPT, le grand public a vu concrètement l'enjeu et quelle était la révolution qui se jouait. Vous avez senti cette différence de perception?
Clairement, ChatGPT a popularisé, démocratisé l'intelligence artificielle avec ses promesses dont on parlait tout à l'heure, d'accélération du progrès technologique. Il y a un modèle très similaire à celui de ChatGPT qui a permis d'accélérer considérablement la recherche sur les molécules. Mais il y a des risques de manipulation, de discrimination, de non-respect de la propriété intellectuelle et de déshumanisation. Et face à cela, nous voulons agir. Nous voulons investir, je l'ai dit, mais nous voulons aussi mettre un certain nombre de grands principes de garde-fous. Alors, pour qui ne l'a jamais vu fonctionner, ChatGPT, c'est un joli logiciel, accessible gratuitement, pour l'instant, à tout le monde. Il peut faire beaucoup de choses à notre place, par exemple créer des poésies, écrire des chroniques ou des cours de fac, passer des examens, rédiger des dissertations sur mesure. Et devant le risque de triche, Sciences Po a interdit vendredi l'usage de ChatGPT. Question, est-ce que cette interdiction, c'est une solution ou est-ce que c'est de l'obscurantisme qui ne dit pas son nom ? ChatGPT, ou plus précisément OpenAI, l'entreprise qui a créé ChatGPT, a publié il y a quelques jours une solution à destination des universités et des écoles pour vérifier si oui ou non il y a triche. Ce qu'il faut qu'à terme... Vous savez pourquoi je souris ? Parce que comme on peut demander beaucoup de choses à ChatGPT, par exemple, des gens se sont amusés à demander « écris-moi un scénario qui puisse plaire à Télérama ». Et on avait l'impression de lire une chronique de Télérama. Mais si... Oui, mais il est tout à fait... ChatGPT, je vais aller au fond de ma question, c'est tellement malin, tellement intelligent, je crois que c'est 145 milliards de données qui sont concentrées, qui peuvent vous sortir en 10 secondes. Est-ce qu'on peut lui demander d'écrire une dissertation dont l'école de Sciences Po n'arrive pas à reconnaître qu'elle a été écrite par une main artificielle ? Non, il existe des moyens d'identifier si oui ou non ChatGPT a participé à la rédaction d'un texte. Le problème, c'est que au moment où ChatGPT a été publié, ces solutions de vérification n'étaient pas prêtes. Elles sont en train de le devenir et il sera désormais possible de vérifier si oui ou non il y a eu triche. Et c'est évidemment une bonne chose. Et je crois que plutôt que d'essayer de bloquer à tout prix des modèles comme ChatGPT, il faut aussi qu'on commence à éduquer notre jeunesse au potentiel de ces logiciels-là et à leur usage pour que nous puissions en avoir la pleine maîtrise et la pleine compréhension. Alors beaucoup se sont amusés à détourner les usages de ChatGPT. En s'y prenant bien, on peut lui faire rédiger un texte convaincant qui démontre que la Terre est plate ou que le cancer se soigne avec du vinaigre. Est-ce que c'est pas de la folie de mettre cet outil dans la main de comploteurs, de complotistes? Je l'ai dit, ce type de modèle présente un certain nombre de dérives. Alors qu'est-ce que nous faisons, nous ? D'abord, je vais saisir le comité national pilote pour l'éthique du numérique. C'est une instance qui a été créée en 2019 par le président de la République, qui est rattachée au comité national d'éthique du professeur Jean-François Delfrécy, qui avait émis un avis il y a 2 ans sur les agents conversationnels, les chatbots comme ChatGPT, et auquel je vais demander d'actualiser son avis pour nous dire si, en l'état, notre droit est suffisamment protecteur pour éviter ce type de dérive. Et puis en parallèle, au niveau européen, nous négocions avec les autres États membres un règlement sur l'intelligence artificielle qui va créer un cadre qui soit à la fois propice à l'innovation, puisque nous voulons que l'intelligence artificielle se développe en Europe pour en garder la maîtrise, mais qui soit aussi suffisamment protecteur. Et la France a d'ores et déjà obtenu que les solutions comme ChatGPT soient intégrées dans le cadre de ce règlement européen. Actu du matin, il y a un juge colombien qui hésitait dans une décision. Il a annoncé avoir consulté ChatGPT pour rendre son jugement. Est-ce que c'est une solution pour régler l'engorgement des tribunaux? Est-ce que l'intelligence artificielle pourrait remplacer le juge? Comment vous voyez ça, puisque vous êtes la puissance publique? Je vous le dis tout de suite, l'intelligence artificielle type ChatGPT ne pourra pas, en Europe, en vertu de ce règlement européen que nous sommes en train de négocier, être utilisée pour rendre la justice. Et je précise au passage que la justice est rendue au nom du peuple français, en France en tout cas, et qu'il est évidemment inacceptable et inenvisageable qu'elle puisse être rendue au nom de quelqu'un d'autre. J'ai la même question que celle que je vous ai posée au sujet d'Elon Musk. Vous avez rencontré les dirigeants d'OpenAI, les créateurs de ChatGPT, lors de votre déplacement aux États-Unis. Sur quoi ont porté vos discussions et que vous ont-ils dit ? Précisément sur la manière de contenir les dérives en termes de manipulation, en matière de déshumanisation. Eux-mêmes ont conscience qu'ils ont, si j'ose dire, je vais dire des grands mots, mais qu'ils ont enfanté un monstre. Ils ont parfaitement conscience que cette activité nécessite qu'un certain nombre de garde-fous soient posés, que ces garde-fous peuvent en partie être posé par le concepteur de la machine lui-même, mais qu'il y en a une autre partie qui relève du débat démocratique et qu'il appartient à la puissance publique de fixer un certain nombre de bornes éthiques. Et Sam Altman, le fondateur et dirigeant d'OpenAI, nous l'a dit très clairement.
Et là, comme ça, on verra les leviers d'action du politique. Je voudrais juste vous faire réagir. Il faut que je trouve l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, qui a déclaré, c'était le 27 juillet dernier, que l'intelligence artificielle était aussi dangereuse que la bombe atomique. C'est comme toute technologie, elle peut être source de progrès, d'émancipation, de libération, mais elle peut être aussi une source de régression, de repli, de violence. Et donc il nous appartient d'en faire le meilleur usage. Merci beaucoup Jean-Noël Barrot d'être venu ici en direct dans Culture Média. Je rappelle que vous êtes ministre de la Transition numérique et des télécommunications. Merci encore.